Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le président de la République a présidé un conseil des ministres ce mercredi. Au nombre des dossiers abordés, le bilan de la feuille de route des activités gouvernementales en 2024. Plus de 5 milliards de francs CFA, c'est l'investissement du projet Génie lancé par le Premier ministre ce mercredi. L'objectif, former les jeunes à l'entrepreneuriat numérique avec des centres installés dans plusieurs localités. Et puis à l'approche du Ramadan, quelle ambiance dans les supermarchés? Tour d'horizon dans la commune d'Abobo à suivre. Mais d'abord, le chef de l'État a reçu en audience la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, est venue lui parler de la participation de la Côte d'Ivoire à la francophonie et de sa contribution culturelle conformément aux conclusions du dernier sommet en octobre dernier. On l'écoute. L'échange aujourd'hui concernait surtout la part de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, à plusieurs années maintenant, de la réforme et de la transformation de notre organisation sur des sujets prioritaires, y compris la partie numérique de la culture, où nous voulons que la Côte d'Ivoire soit beaucoup plus impliquée. Bien évidemment, chaque fois qu'on rencontre un chef d'État, on ne peut pas ne pas parler de politique. Nous avons aussi échangé sur la situation régionale. Vous savez que cette région de l'Afrique de l'Ouest compte plusieurs membres de notre organisation et nous avons donc également échangé quelques points de vue sur la relation entre notre organisation et la région et surtout, très important parce que ça fait partie de nos missions aussi, la contribution à la stabilisation et à la paix dans l'espace francophone de cette région de l'Afrique de l'Ouest. Et comme annoncé en titre, le président de la République, Alassane Ouattara, a donc présidé un conseil des ministres ce mercredi. Au nombre des dossiers abordés, le bilan de la feuille de route des activités gouvernementales en 2024 présenté par le Premier ministre Begré Mambé. Les précisions de Pierre Dipomélin et de Fulgence Kissiedo. En 2024, le gouvernement ivoirien avait sur sa feuille de route 742 activités liées aux projets majeurs et 256 activités liées aux réformes dans divers secteurs. Le bilan de la mise en œuvre de cette feuille de route a été présenté au Conseil des ministres de ce mercredi, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le porte-parole du gouvernement annonce le taux d'exécution global à 72%, touchant l'éducation, la santé, les infrastructures, entre autres. À fin 2024, 690 activités et 244 réformes ont connu une mise en œuvre effective ou partielle conformément au chronogramme établi, soit un taux d'exécution physique global de 72,48%, dont 73,50% pour les projets et 69,40% pour les réformes. Ces réalisations qui couvrent l'ensemble des ministères techniques correspondent à un taux global d'engagement des dépenses de 68%, dont 67,6% pour les projets et 96,4% pour les réformes. Il en ressort que la feuille de route 2024 a permis de réaliser des progrès tangibles relativement au développement des infrastructures socio-économiques de base, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la lutte contre les maladies, de l'assainissement, de l'approvisionnement en eau potable et de l'électrification rurale. Le gouvernement compte garder le cap en achevant la mise en œuvre de la feuille de route de 2024 avant de poursuivre la dynamique de transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Après le Conseil des ministres, le chef du gouvernement a aussi procédé au lancement du projet Génie, un projet qui vise à former les jeunes à l'entrepreneuriat numérique. Plus de 5 milliards de francs CFA seront investis et des centres seront installés dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Salif Yalekwe, Fulgence Kissiedo. Auditorium de la primature, mercredi. Le Premier ministre ivoirien Robert Begré Mambé a présidé un atelier de lancement officiel du projet Génie. Il s'agit de l'autonomisation des jeunes par l'entrepreneuriat numérique en Côte d'Ivoire 2024-2027.
Ces centres, en tant que hub d'apprentissage et d'innovation, contribueront à la formation de plus de 45 000 jeunes en TIC et en entrepreneuriat vert. Ils visent également la mise en place d'un fonds et d'une académie du leadership vert pour renforcer durablement l'écosystème numérique pour l'entrepreneuriat des jeunes. L'ensemble de ces réalisations sera capitalisé au titre de l'axe 1 consacré à l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, du programme Jeunesse du gouvernement 2023-2025. Un projet innovant porté par le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation avec le soutien de la coopération coréenne et la GGGI, l'Institut mondial pour la croissance verte. 3 axes fondamentaux. La mise en place de 35 centres digitaux dans les lycées et collèges, universités, dans les mairies et le district d'Abidjan et Grand Bassam, qui serviront de hub d'apprentissage, d'innovation et d'incubation. La formation de 45 000 jeunes aux compétences numériques et à l'entrepreneuriat vert pour leur permettre d'être des acteurs du changement et de la croissance. Et troisièmement, la création d'un fonds et d'une académie de leadership vert. Ce projet ne se limite pas à l'accès au numérique. Il vise une véritable autonomisation des jeunes par l'entrepreneuriat et l'innovation, notamment dans les filières de l'économie verte. Nous avons donc fait le choix et le pari à travers ce projet co-créé de renforcer les structures nationales parce que les centres seront logés dans les universités, dans les écoles et dans les mairies. Donc directement au sein des structures qui accueillent la jeunesse ivoirienne pour permettre un ancrage périn. Ce sont plus de 5,5 milliards de francs CFA qui seront dégagés par l'État ivoirien et ses partenaires. Dans l'actualité politique, dans une semaine, le 5 mars prochain, le RHDP annonce un panel de haut niveau sur le bilan de la gouvernance du président Alassane Ouattara ainsi que sur les enjeux de l'élection présidentielle de 2025. Les détails de Mardoché Kwasi et de Cheikh Bleu. Plusieurs experts et autres sachants seront invités le 5 mars prochain par la cellule de veille et d'analyse stratégique du secrétaire exécutif, adjoint à la communication du RHDP, à se prononcer sur le travail abattu par le président Alassane Ouattara lors d'un panel de haut niveau. Une initiative qui vise à mettre en lumière le bilan de la gouvernance du président Alassane Ouattara et à en analyser les fondements politiques, sociaux, économiques et sociologiques afin de mieux comprendre les dynamiques en jeu et les implications pour l'avenir du pays et de la sous-région ouest africaine. Il s'agirait également de favoriser un débat constructif et inclusif sur les enjeux de l'élection présidentielle de 2025. Nous sommes dans une période électorale et nous pensons qu'il est préférable de porter les débats, de porter les échanges sur le terrain de la réflexion, de présenter ce qui nous caractérise. Ce qui caractérise le RHDP, le président Alassane Ouattara, ce sont les actes plutôt que les paroles. Le RHDP a un bilan et c'est ce bilan-là que nous présenterons afin qu'il serve de terreau pour les échanges que nous devons avoir, que ce soit avec l'opposition ou tous ceux qui sont partie prenante dans l'évolution et le fonctionnement de la Côte d'Ivoire. Plusieurs experts de divers domaines, dont le professeur Simplice-Tion, universitaire et analyste politique, et Maurice Pandaman, écrivain et ambassadeur, ainsi que des témoins de l'action du président Alassane Ouattara, notamment la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto et le Premier ministre Patrick Achi, viendront échanger autour du thème « Gouvernance Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire, regard sur un succès ». Plus de 400 participants sont attendus à cette rencontre de haut niveau, placée sous le haut patronage du vice-président de la République, Thiemoko Meïlie-Koné. Et comme annoncé en titre, à l'approche du Ramadan, quelle ambiance dans les supermarchés? Tour d'horizon dans la commune d'Abobo, dans ce reportage de Faltia Koulibaly et de Zécré Joseph. Dans certains supermarchés et boutiques d'Abobo, les rayons débordent de produits nouveaux liés au mois de Ramadan, synonyme du jeûne musulman. Les files d'attente s'allongent, l'ambiance y est animée, rythmée par les discussions et les cliquetis des caddies contre les étagères bien garnies. Au milieu de cette foule,
Namisata Safer. Son chariot se remplit progressivement de sucre, de lait et de denrées essentielles pour bien entamer ce mois sacré. Les achats sont en train de faire, ça va pas terminer le mois. Voilà, c'est pour juste le commencement et puis bon. Et puis après, peut-être mi-mois de Ramadan, on peut revenir encore. Les produits que moi je recherche, tout est là. Comme elle, de nombreux habitants profitent de cette période pour s'approvisionner en produits indispensables aux jeunes et aux repas de rupture. Bon, ici dans ce magasin, concernant le mois de Ramadan, il y a à peu près tout ce que tu veux, que ce soit l'œuf, le sucre, le lait, tout ce qui va avec le mois de Ramadan. Dans ce magasin, tout semble bien pensé pour faciliter les achats en cette période particulière. Nous avons ici déjà tous les produits en place qui sont là pour le carême. Donc je pense que les clients n'ont pas à s'en faire. Ils ont tout ce qu'ils peuvent pour s'approvisionner. Nous avons déjà les stocks qui sont disponibles pour qu'ils puissent vraiment se ravitailler. Les produits les plus demandés, c'est surtout le sucre. Le sucre roux. Le sucre roux, vous avez le lait. Donc on fait en sorte de ne pas pouvoir être en bruture de ces stocks-là. Les musulmans et les chrétiens, c'est deux fêtes qui arrivent pour pouvoir vraiment les mettre et les ravitailler normalement comme il se doit. L'effervescence dans les rayons ne se retrouve pas partout. Dans certaines boutiques, le contraste est saisissant. À quelques rues de là, un autre magasin présente un tout autre visage. Silence pesant, clients rares, sauf la silhouette de Oumarou qui est visible. Déjà, je suis un habitué à être ici et à faire mes achats ici. Donc si je suis un habitué, c'est que les prix personnellement me sont favorables. Mais n'empêche que pour certains autres articles, les prix sont un peu, donc aussi, ils peuvent aussi revoir ça. Je pense que ça ferait plaisir à d'autres personnes aussi qui viennent ici. C'est le mois dans lequel nous-mêmes, on s'approvisionne, c'est-à-dire que ce qu'on veut. Et c'est un mois qui nous exhorte aussi, dans lequel on nous exhorte à faire beaucoup de dons. Voilà, donc par moment, on fait des achats aussi pour aussi redistribuer ça à des personnes qui en ont besoin. Avant, il n'y avait pas d'alimentation ici. On a juste commandé de l'alimentation ici, environ 3 à 4 mois comme ça. Avant, c'était uniquement du bazar, droguerie, mais il n'y avait pas de l'épicerie. Mais nous avons inséré l'épicerie il y a à peine cela 4 mois. Donc, ça fait que les clients ne sont pas aussi très informés qu'au fur et à mesure de bouche à oreille, ils seront là parce que nos prix sont très abordables. Chez nous ici, on a une politique, comme le cas des paniers, on les fait, c'est un certain nombre de produits qu'on essaie de regrouper un peu, mais à des prix raisonnables. Donc déjà, quand le client vient, quand il voit ça, automatiquement, ça le plaît. Puis bon, c'est un peu étudié, le prix est intéressant. La période de Ramadan, il faut dire que les difficultés sont à peu près les mêmes. Voilà, déjà au début, on gagne les produits. Mais quand on arrive déjà en plein milieu du mois, on ne peut pas gagner, on gagne les produits difficilement. Parfois même, on n'a pas de produits. Je prends un peu le cas du sucre, le sucre roux. Au début, actuellement, on a du sucre. Mais si on doit faire déjà 10 jours du mois de carême, on n'a plus le sucre. Si certains supermarchés vivent déjà au rythme du Ramadan, d'autres attendent encore leur heure. Une chose est sûre, à Abobo comme ailleurs, cette période sacrée finira par rassembler tout le monde autour de la même ferveur. La commission de retrait et de suspension du permis de conduire a sanctionné plusieurs personnes ce mercredi pour des infractions routières. Les détails de cette deuxième session de l'année 2025 dans ce reportage signé Moussa Nikema et Kimon Eric. Deuxième session de l'année 2025 de la commission de suspension et de retrait de permis de conduire. Autour de la table, régulation du transport et force de l'ordre pour faire le point sur la situation et sensibiliser les usagers. C'est la sensibilisation au respect du code de la route. C'est demander aux conducteurs d'être prudents. On a enregistré sur l'année 2024 un pic en termes de nombre de tués sur nos routes. Donc il faut que les conducteurs, les transporteurs, et même les personnes qui ont des véhicules particuliers, les motocyclistes, il faut que tout le monde prenne conscience de ce qu'il y a quand même péril en la demeure. Les commissions de suspension et de retrait de permis nous permettent encore de faire de la sensibilisation. Parce que même la répression est une forme de sensibilisation. Ceux qui ne sont pas encore passés devant la commission doivent comprendre qu'il y a une instance qui peut leur retirer leur permis pour toute la vie. Diane fait partie des auditionnés du jour pour un accident commis en novembre 2024. Elle ressortira avec des avertissements.
Le verdict, je suis en observation pour 3 mois, donc je ne dois pas commettre d'infraction. Et puis bon, sinon pour le moment, mon permis m'a été restitué. J'avoue que j'étais prudente. En 10 ans de conduite, c'est mon premier accrochage. Là, je serai 2 fois plus prudente. Tout ce qui est priorité, tout le monde est prioritaire devant moi. donc c'est encore plus la prudence. Pour cette session, 40 dossiers ont été analysés, dont 16 mortels, 15 matériels et 9 corporels. Au terme des travaux, 25 permis sanctionnés de manière ferme pour une période allant de 3 mois à 10 ans. 3 permis sanctionnés avec sursis allant de 3 à 6 mois. Et 2 permis restitués sous réserve de présentation de certificat médical. 10 chauffeurs n'ont pas répondu à l'appel pour expliquer leur degré d'implication dans les accidents pour lesquels leur permis a été retiré. Et signature d'une convention entre le ministère de l'Enseignement technique et le réseau d'établissement du Nouveau-Brunswick. Les apprenants ivoiriens pourront bientôt se former au Canada dans les domaines de la santé et de la construction. Une initiative qui vise à renforcer la formation professionnelle dans le pays. Le reportage de Moussa Nikema et de Tanguy Conan. Des signatures pour officialiser le partenariat entre le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et le collège communautaire du Nouveau-Brunswick au Canada. Un partenariat porté sur la formation dans les domaines de la santé et de la construction. C'est un projet pilote pour une vingtaine de jeunes qui viendront dans le réseau du collège communautaire au Nouveau-Brunswick en septembre 2026. C'est un programme qui peut être 1+1, donc première année en Côte d'Ivoire, première année au Nouveau-Brunswick, ou 1+2, dépendant des différents programmes. Ensuite, une expérience de travail au Nouveau-Brunswick avec les employeurs de chez nous, pour ensuite, on espère évidemment qu'il y en a un pourcentage qui revient dans votre pays et peut-être quelques-uns qui vont rester chez nous au Nouveau-Brunswick. Selon Nguessan Kofi, cette convention permettra le partage de connaissances et bénéficiera aux jeunes Ivoiriens qui reviendront plus outillés. L'idée enseignant aujourd'hui, c'est de permettre à de nombreux jeunes de Côte d'Ivoire, à partir de l'année 2026, de pouvoir aller au Nouveau-Brunswick dans le collège communautaire, faire des formations professionnelles de bonne facture, avoir l'expérience et revenir en Côte d'Ivoire pour contribuer au développement du pays. Mais l'idée, c'est de permettre à tous ces jeunes qui sont dans notre sous-secteur enseignement technique, formation professionnelle, de pouvoir avoir ces mobilités et d'aller voir d'autres expériences, étudier dans d'autres contextes, avoir des expériences professionnelles et revenir dans notre pays pour contribuer au développement. Cette signature de convention entre dans le cadre de la mise en œuvre des actions de mobilité du ministère visant à améliorer l'offre de formation destinée aux apprenants de l'enseignement technique et professionnel. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Alassane Drabo. Bonne soirée à toutes et à tous.